Belle amie par Maupassant. Deuxième partie du livre audio, chapitre 3 de la première partie du roman. Quand Georges Duroy se retrouva dans la rue, il hésita sur ce qu'il ferait. Il avait envie de courir, de rêver, d'aller devant lui en songeant à l'avenir et en respirant l'air doux de la nuit. Mais la pensée de la série d'articles demandés par le père Walter le poursuivait. Et il se décida à rentrer tout de suite pour se mettre au travail. Il revint à grands pas, gagna le boulevard extérieur et le suivit jusqu'à la rue Boursault qu'il habitait. Sa maison, haute de 6 étages, était peuplée par 20 petits ménages ouvriers et bourgeois, et il éprouva en montant l'escalier, dont il éclairait avec des allumettes bougies les marches sales où traînaient des bouts de papier, des bouts de cigarettes, des épluchures de cuisine, une écœurante sensation de dégoût et une hâte de sortir de là, de loger comme les hommes riches, en des demeures propres, avec des tapis. Une odeur lourde de nourriture, de fausse d'aisance et d'humanité, une odeur stagnante de crasse et de vieilles murailles, qu'aucun courant d'air n'eût pu chasser de ce logis, l'emplissait du haut en bas. La chambre du jeune homme, au 5e étage, donnait, comme sur un abîme profond, sur l'immense tranchée du chemin de fer de l'Ouest, juste au-dessus de la sortie du tunnel, près de la gare des Batignolles. Duroy ouvrit sa fenêtre et s'accouda sur l'appui de fer rouillé. Au-dessous de lui, dans le fond du trou sombre, 3 signaux rouges immobiles avaient l'air de gros yeux de bêtes. Et, plus loin, on en voyait d'autres. Et encore d'autres, encore plus loin. À tout instant, des coups de sifflet prolongés ou courts passaient dans la nuit, les uns proches, les autres à peine perceptibles, venus de là-bas, du côté d'Asnières. Ils avaient des modulations comme des appels de voix. Un d'eux se rapprochait, poussant toujours son cri plaintif qui grandissait de seconde en seconde, et bientôt une grosse lumière jaune apparut, courant avec un grand bruit. Et Duroy regarda le long chapelet des wagons s'engouffrer sous le tunnel. Puis il se dit « Allons, au travail !» Il posa sa lumière sur sa table, mais au moment de se mettre à écrire, il s'aperçut qu'il n'avait chez lui qu'un cahier de papier à lettres. Tant pis, il l'utiliserait en ouvrant la feuille dans toute sa grandeur. Il trempa sa plume dans l'encre et écrivit en tête, de sa plus belle écriture, Souvenir d'un chasseur d'Afrique. Puis il chercha le commencement de la première phrase. Il restait le front dans sa main, les yeux fixés sur le carré blanc déployé devant lui. Qu'allait-il dire ? Il ne trouvait plus rien, maintenant, de ce qu'il avait raconté tout à l'heure. Pas une anecdote, pas un fait, rien. Tout à coup, il pensa « Il faut que je débute par mon départ ». Et il écrivit « C'était en 1874, aux environs du 15 mai, alors que la France épuisée se reposait après les catastrophes de l'année terrible. » Et il s'arrêta net, ne sachant comment amener ce qui suivrait, son embarquement, son voyage, ses premières émotions. Après 10 minutes de réflexion, il se décida à remettre au lendemain la page préparatoire du début et à faire tout de suite une description d'Alger. Et il traça sur son papier « Alger est une ville toute blanche », sans parvenir à énoncer autre chose. Il revoyait en souvenir la jolie cité claire, dégringolant comme une cascade de maisons plates, du haut de sa montagne dans la mer. Mais il ne trouvait plus un mot pour exprimer ce qu'il avait vu, ce qu'il avait senti. Après un grand effort, il ajouta « Elle est habitée en partie par des Arabes ». Puis il jeta sa plume sur la table et se leva. Sur son petit lit de fer, où la place de son corps avait fait un creux, il aperçut ses habits de tous les jours jetés là, vides, fatigués, flasques, vilains comme des hardes de la morgue. Et, sur une chaise de paille, son chapeau de soie, son unique chapeau, semblait ouvert pour recevoir l'aumône. Ses murs, tendus d'un papier gris à bouquet bleu, avaient autant de taches que de fleurs, des taches anciennes, suspectes, dont on aurait pu dire la nature.
Bêtes écrasées ou gouttes d'huile, bouts de doigts graissés de pommade ou écume de la cuvette projetée pendant les lavages. Cela sentait la misère honteuse, la misère en garni de Paris. Et une exaspération le souleva contre la pauvreté de sa vie. Il se dit qu'il fallait sortir de là, tout de suite, qu'il fallait en finir dès le lendemain avec cette existence besogneuse. Une ardeur de travail l'ayant soudain ressaisi, il se rassit devant sa table et recommença à chercher des phrases pour bien raconter la physionomie étrange et charmante d'Alger, cette antichambre de l'Afrique mystérieuse et profonde, l'Afrique des Arabes vagabonds et des nègres inconnus, l'Afrique inexplorée et tentante, dont on nous montre parfois, dans les jardins publics, les bêtes invraisemblables qui semblent créées pour des contes de fées, les autruches, ces poules extravagantes, les gazelles, ces chèvres divines, les girafes surprenantes et grotesques, les chameaux graves, les hippopotames monstrueux, les rhinocéros informes et les gorilles, ces frères effrayants de l'homme. Il sentait vaguement des pensées lui venir. Il les aurait dites, peut-être, mais il ne les pouvait point formuler avec des mots écrits. Et son impuissance l'enfiévrant, il se leva de nouveau, les mains humides de sueur et le sang battant aux tempes. Et ses yeux étant tombés sur la note de sa blanchisseuse, montée, le soir même, par le concierge, il fut saisi brusquement par un désespoir éperdu. Toute sa joie disparut en une seconde avec sa confiance en lui et sa foi dans l'avenir. C'était fini. Tout était fini. Il ne ferait rien. Il ne serait rien. Il se sentait vide, incapable, inutile, condamné. Et il retourna s'accouder à la fenêtre, juste au moment où un train sortait du tunnel avec un bruit subit et violent. Il s'en allait là-bas, à travers les champs et les plaines, vers la mer. Et le souvenir de ses parents entra au cœur de Duroy. Il allait passer près d'eux, ce convoi, à quelques lieues seulement de leur maison. Il la revit, la petite maison, au haut de la côte, dominant Rouen et l'immense vallée de la Seine, à l'entrée du village de Canteleu. Son père et sa mère tenaient un petit cabaret, une guinguette où les bourgeois des faubourgs venaient déjeuner le dimanche. À la belle vue. Ils auraient voulu faire de leur fils un monsieur et l'avaient mis au collège. Ses études finies et son baccalauréat manqué, il était parti pour le service avec l'intention de devenir officier, colonel, général. Mais dégoûté de l'état militaire bien avant d'avoir fini ses 5 années, il avait rêvé de faire fortune à Paris. Il y était venu, son temps expiré, malgré les prières du père et de la mère, qui, leur songe envolé, voulaient le garder maintenant. À son tour, il espérait un avenir. Il entrevoyait le triomphe au moyen d'événements encore confus dans son esprit, qu'il saurait assurément faire naître et seconder. Il avait eu au régiment des succès de garnison, des bonnes fortunes faciles et même des aventures dans un monde plus élevé, ayant séduit la fille d'un percepteur, qui voulait tout quitter pour le suivre, et la femme d'un avoué qui avait tenté de se noyer par désespoir d'être délaissé. Ses camarades disaient de lui « C'est un malin, c'est un roublard, c'est un débrouillard qui saura se tirer d'affaire. » Et il s'était promis en effet d'être un malin, un roublard et un débrouillard. Sa conscience native de Normand, frottée par la pratique quotidienne de l'existence de garnison, distendue par les exemples de maraudage en Afrique, de bénéfices illicites, de supercheries suspectes, fouettée aussi par les idées d'honneur qui ont cours dans l'armée, par les bravades militaires, les sentiments patriotiques, les histoires magnanimes racontées entre sous-offs et par la gloriole du métier, était devenue une sorte de boîte à triple fond où l'on trouvait de tout. Mais le désir d'arriver y régnait en maître. Il s'était remis, sans s'en apercevoir, à rêvasser, comme il faisait chaque soir. Il imaginait une aventure d'amour magnifique qui l'amenait, d'un seul coup, à la réalisation de son espérance. Il épousait la fille d'un banquier ou d'un grand seigneur rencontré dans la rue et conquise à première vue. Le sifflet strident d'une locomotive qui, sortie toute seule du tunnel comme un gros lapin de son terrier et courant à toute vapeur sur les rails, filait vers le garage des machines où elle allait se reposer, le réveilla de son songe.
Alors, ressaisi par l'espoir confus et joyeux qui hantait toujours son esprit, il jeta, à tout hasard, un baiser dans la nuit, un baiser d'amour vers l'image de la femme attendue, un baiser de désir vers la fortune convoitée. Puis il ferma sa fenêtre et commença à se dévêtir en murmurant « Bah, je serai mieux disposé demain matin. Je n'ai pas l'esprit libre ce soir. Et puis, j'ai peut-être aussi un peu trop bu. On ne travaille pas bien dans ces conditions-là. » Il se mit au lit, souffla la lumière et s'endormit presque aussitôt. Il se réveilla de bonne heure, comme on s'éveille au jour d'espérances vives ou de soucis, et, sautant du lit, il alla ouvrir sa fenêtre pour avaler une bonne tasse d'air frais, comme il disait. Les maisons de la rue de Rome, en face, de l'autre côté du large fossé du chemin de fer, éclatantes dans la lumière du soleil levant, semblaient peintes avec de la clarté blanche. Sur la droite, au loin, on apercevait les coteaux d'Argenteuil, les hauteurs de Sannois et les moulins d'Orgemont dans une brume bleuâtre et légère, semblable à un petit voile flottant et transparent qui aurait été jeté sur l'horizon. Duroy demeura quelques minutes à regarder la campagne lointaine, et il murmura « Il ferait bougrement bon, là-bas, un jour comme ça. » Puis il songea qu'il lui fallait travailler, et tout de suite, et aussi envoyer, moyennant 10 sous, le fils de sa concierge dire à son bureau qu'il était malade. Il s'assit devant sa table, trempa sa plume dans l'encrier, prit son front dans sa main et chercha des idées. Ce fut en vain. Rien ne venait. Il ne se découragea pas cependant. Il pensa « Bah, je n'en ai pas l'habitude. C'est un métier à apprendre comme tous les métiers. Il faut qu'on m'aide les premières fois. Je vais trouver Forestier qui me mettra mon article sur pied en 10 minutes. » Et il s'habilla. Quand il fut dans la rue, il jugea qu'il était encore trop tôt pour se présenter chez son ami qui devait dormir tard. Il se promena donc, tout doucement, sous les arbres du boulevard extérieur. Il n'était pas encore 9 heures et il gagna le parc Monceau tout frais de l'humidité des arrosages. S'étant assis sur un banc, il se remit à rêver. Un jeune homme allait et venait devant lui, très élégant, attendant une femme sans doute. Elle parut, voilée, le pied rapide, et, ayant pris son bras, après une courte poignée de main, ils s'éloignèrent. Un tumultueux besoin d'amour entra au cœur de Duroy, un besoin d'amour distingué, parfumé, délicate. Il se leva et se remit en route en songeant à Forestier. Avait-il de la chance, celui-là? Il arriva devant sa porte au moment où son ami sortait. « Te voilà? À cette heure-ci? Que me voulais-tu » Duroy, troublé de le rencontrer ainsi comme il s'en allait, balbutia. « C'est que... je ne peux pas arriver à faire mon article, tu sais, l'article que M. Walter m'a demandé sur l'Algérie. Ce n'est pas bien étonnant, étant donné que je n'ai jamais écrit. Il faut de la pratique pour ça, comme pour tout. Je m'y ferai bien vite, j'en suis sûr. Mais, pour débuter, je ne sais pas comment m'y prendre. J'ai bien les idées, je les ai toutes, et je ne parviens pas à les exprimer. » Il s'arrêta, hésitant un peu. Forestier souriait avec malice. « Je connais ça. » Duroy reprit. « Oui, ça doit arriver à tout le monde en commençant. Eh bien, je venais te demander un coup de main. En 10 minutes, tu me mettrais ça sur pied, toi. Tu me montrerais la tournure qu'il faut prendre. Tu me donnerais là une bonne leçon de style, et sans toi, je ne m'en tirerais pas. » L'autre souriait toujours d'un air gai. Il tapa sur le bras de son ancien camarade et lui dit « Va-t'en trouver ma femme, elle t'arrangera ton affaire aussi bien que moi. Je l'ai dressée à cette besogne-là. Moi, je n'ai pas le temps ce matin, sans quoi je l'aurais fait bien volontiers. » Duroy, intimidé soudain, hésitait, n'osait point. « Mais à cette heure-ci, je ne peux pas me présenter devant elle. »« Si, parfaitement. Elle est levée. Tu la trouveras dans mon cabinet de travail en train de mettre en ordre des notes pour moi. » L'autre refusait de monter. « Non, ce n'est pas possible. » Forestier le prit par les épaules, le fit pivoter sur ses talons et le poussant vers l'escalier. « Mais va donc, grand serin, quand je te dis d'y aller. Tu ne vas pas me forcer à regrimper mes 3 étages pour te présenter et expliquer ton cas. »
Alors Duroy se décida. « Merci, j'y vais. Je lui dirai que tu m'as forcé, absolument forcé, à venir la trouver. Oui, elle ne te mangera pas, sois tranquille. Surtout, n'oublie pas, tantôt, 3 heures. Oh, ne crains rien. » Et Forestier s'en alla de son air pressé, tandis que Duroy se mit à monter lentement, marche à marche, cherchant ce qu'il allait dire et inquiet de l'accueil qu'il recevrait. Le domestique vint lui ouvrir. Il avait un tablier bleu et tenait un balai dans ses mains. « Monsieur est sorti, dit-il, sans attendre la question. Duroy insista. « Demandez à madame Forestier si elle peut me recevoir, et prévenez-la que je viens de la part de son mari que j'ai rencontré dans la rue. » Puis il attendit. L'homme revint, ouvrit une porte à droite et annonça « Madame attend monsieur. » Elle était assise sur un fauteuil de bureau dans une petite pièce dont les murs se trouvaient entièrement cachés par des livres bien rangés sur des planches de bois noir. Des reliures de tons différents, rouge, jaune, verte, violette et bleue, mettaient de la couleur et de la gaieté dans cet alignement monotone de volumes. Elle se retourna, souriant toujours, enveloppée d'un peignoir blanc garni de dentelle, et elle tendit sa main, montrant son bras nu dans la manche largement ouverte. « Déjà, dit-elle, puis elle reprit. « Ce n'est point un reproche, c'est une simple question. » Il balbutia. « Oh, madame, je ne voulais pas monter, mais votre mari, que j'ai rencontré en bas, m'y a forcé. Je suis tellement confus que je n'ose pas dire ce qui m'amène. » Elle montrait un siège. « Asseyez-vous et parlez. » Elle maniait entre 2 doigts une plume d'oie en la tournant agilement, et devant elle, une grande page de papier demeurait écrite à moitié, interrompue à l'arrivée du jeune homme. Elle avait l'air chez elle devant cette table de travail, à l'aise comme dans son salon, occupée à sa besogne ordinaire. Un parfum léger s'envolait du peignoir, le parfum frais de la toilette récente. Et Duroy cherchait à deviner, croyait voir le corps jeune et clair, gras et chaud, doucement enveloppé dans l'étoffe moelleuse. Elle reprit, comme il ne parlait pas. « Eh bien, dites, qu'est-ce que c'est ?» Il murmura en hésitant. « Voilà. Mais vraiment, je n'ose pas. C'est que j'ai travaillé hier soir très tard, et ce matin, très tôt, pour faire cet article sur l'Algérie que M. Walter m'a demandé. Et je n'arrive à rien de bon. J'ai déchiré tous mes essais. Je n'ai pas l'habitude de ce travail-là, moi. Et je venais demander à Forestier de m'aider. Pour une fois, elle l'interrompit en riant de tout son cœur, heureuse, joyeuse et flattée. « Et il vous a dit de venir me trouver. C'est gentil, ça. »« Oui, madame, il m'a dit que vous me tireriez d'embarras mieux que lui, mais moi, je n'osais pas, je ne voulais pas. Vous comprenez ?» Elle se leva. « Ça va être charmant de collaborer comme ça. Je suis ravie de votre idée. Tenez, asseyez-vous à ma place, car on connaît mon écriture au journal, et nous allons vous tourner un article. Mais là, un article à succès. » Il s'assit, prit une plume, étala devant lui une feuille de papier et attendit. Madame Forestier, restée debout, le regardait faire ses préparatifs. Puis elle atteignit une cigarette sur la cheminée et l'alluma. « Je ne puis pas travailler sans fumer, dit-elle. Voyons, qu'allez-vous raconter ?» Il leva la tête vers elle avec étonnement. « Mais je ne sais pas, moi, puisque je suis venu vous trouver pour ça. » Elle reprit. « Oui, je vous arrangerai la chose. Je ferai la sauce, mais il me faut le plat. » Il demeurait embarrassé. Enfin, il prononça avec hésitation. « Je voudrais raconter mon voyage depuis le commencement. » Alors elle s'assit, en face de lui, de l'autre côté de la grande table, et le regardant dans les yeux. « Eh bien, racontez-le-moi d'abord, pour moi toute seule, vous entendez ? Bien doucement, sans rien oublier, et je choisirai ce qu'il faut prendre. » Mais comme il ne savait par où commencer, elle se mit à l'interroger comme aurait fait un prêtre au confessionnal, posant des questions précises qui lui rappelaient des détails oubliés, des personnages rencontrés, des figures seulement aperçues. Quand elle l'eut contraint à parler ainsi pendant un petit quart d'heure, elle l'interrompit tout à coup.
Maintenant, nous allons commencer. D'abord, nous supposons que vous adressez à un ami vos impressions, ce qui vous permet de dire un tas de bêtises, de faire des remarques de toute espèce, d'être naturel et drôle, si nous pouvons. Commencez. Mon cher Henri, tu veux savoir ce que c'est que l'Algérie, tu le sauras. Je vais t'envoyer, n'ayant rien à faire dans la petite case de boue sèche qui me sert d'habitation, une sorte de journal de ma vie, jour par jour, heure par heure. Ce sera un peu vif quelquefois, tant pis, tu n'es pas obligé de le montrer aux dames de ta connaissance. Elle s'interrompit pour rallumer sa cigarette éteinte, et, aussitôt, le petit grincement criard de la plume d'oie sur le papier s'arrêta. « Nous continuons, dit-elle. L'Algérie est un grand pays français sur la frontière des grands pays inconnus qu'on appelle le désert, le Sahara, l'Afrique centrale, etc., etc. Alger est la porte blanche et charmante de cet étrange continent. Mais d'abord, il faut y aller, ce qui n'est pas rose pour tout le monde. Je suis, tu le sais, un excellent écuyer, puisque je dresse les chevaux du colonel, mais on peut être bon cavalier et mauvais marin. C'est mon cas. Te rappelles-tu le major Saint-Bretas, que nous appelions le docteur IPK? Quand nous nous jugions mûrs pour 24 heures d'infirmerie, pays béni, nous passions à la visite. Il était assis sur sa chaise, avec ses grosses cuisses ouvertes dans son pantalon rouge, les mains sur ses genoux, les bras formant pont, le coude en l'air, et il roulait ses gros yeux de loto en mordillant sa moustache blanche. Tu te rappelles sa prescription? Ce soldat est atteint d'un dérangement d'estomac. Administrez-lui le vomitif Endeg 3, selon ma formule, puis 12 heures de repos, il ira bien. Il était souverain, ce vomitif, souverain et irrésistible. On l'avalait donc, puisqu'il le fallait. Puis, quand on avait passé par la formule du docteur IPK, on jouissait de 12 heures de repos bien gagnées. Eh bien, mon cher, pour atteindre l'Afrique, il faut subir, pendant 40 heures, une autre sorte de vomitif irrésistible, selon la formule de la compagnie transatlantique. Elle se frottait les mains, tout à fait heureuse de son idée. Elle se leva et se mit à marcher après avoir allumé une autre cigarette, et elle dictait, en soufflant des filets de fumée qui sortaient d'abord tout droit d'un petit trou rond au milieu de ses lèvres serrées, puis s'élargissant, s'évaporait en laissant par place, dans l'air, des lignes grises, une sorte de brume transparente, une buée pareille à des fils d'araignée. Parfois, d'un coup de sa main ouverte, elle effaçait ces traces légères et plus persistantes. Parfois aussi, elle les coupait d'un mouvement tranchant de l'index et regardait ensuite, avec une attention grave, les deux tronçons d'imperceptibles vapeurs disparaître lentement. Et Duroy, les yeux levés, suivait tous ses gestes, toutes ses attitudes, tous les mouvements de son corps et de son visage occupés à ce jeu vague qui ne prenait point sa pensée. Elle imaginait maintenant les péripéties de la route, portraiturait des compagnons de voyage inventés par elle, et ébauchait une aventure d'amour avec la femme d'un capitaine d'infanterie qui allait rejoindre son mari. Puis, s'étant assise, elle interrogea Duroy sur la topographie de l'Algérie, qu'elle ignorait absolument. En 10 minutes, elle en sut autant que lui, et elle fit un petit chapitre de géographie politique et coloniale pour mettre le lecteur au courant et le bien préparer à comprendre les questions sérieuses qui seraient soulevées dans les articles suivants. Puis elle continua par une excursion dans la province d'Oran, une excursion fantaisiste, où il était surtout question des femmes, des Mauresques, des Juives, des Espagnols. « Il n'y a que ça qui intéresse, » disait-elle. Elle termina par un séjour à Saïda, au pied des hauts plateaux, et par une jolie petite intrigue entre le sous-officier Georges Duroy
et une ouvrière espagnole employée à la manufacture d'Alpha de Aïn el-Hadjar. Elle racontait les rendez-vous, la nuit, dans la montagne pierreuse et nue, alors que les chacals, les hyènes et les chiens arabes crient, aboient et hurlent au milieu des rocs. Et elle prononça d'une voix joyeuse « La suite à demain !» Puis, se relevant, « C'est comme ça qu'on écrit un article, mon cher monsieur. Signez, s'il vous plaît. » Il hésitait. « Mais signez donc !» Alors il se mit à rire et écrivit au bas de la page « Georges Duroy ». Elle continuait à fumer en marchant, et il la regardait toujours, ne trouvant rien à dire pour la remercier, heureux d'être près d'elle, pénétré de reconnaissance et du bonheur sensuel de cette intimité naissante. Il lui semblait que tout ce qui l'entourait faisait partie d'elle, tout, jusqu'aux murs couverts de livres. Les sièges, les meubles, l'air où flottait l'odeur du tabac avaient quelque chose de particulier, de bon, de doux, de charmant qui venait d'elle. Brusquement, elle demanda « Qu'est-ce que vous pensez de mon amie, Madame de Marelle ?» Il fut surpris. « Mais je la trouve très séduisante. »« N'est-ce pas ?» ?»« Oui, certainement. » Il avait envie d'ajouter « Mais pas autant que vous. » Il n'osa point. Elle reprit « Et si vous saviez comme elle est drôle, originale, intelligente ? C'est une bohème, par exemple, une vraie bohème. C'est pour cela que son mari ne l'aime guère. Il ne voit que le défaut et n'apprécie point les qualités. » Duroy fut stupéfait d'apprendre que Madame de Marelle était mariée. C'était bien naturel, pourtant. Il demanda « Tiens, elle est mariée ? Et qu'est-ce que fait son mari ?» Madame Forestier haussa tout doucement les épaules et les sourcils, d'un seul mouvement plein de significations incompréhensibles. « Oh, il est inspecteur de la ligne du Nord. Il passe 8 jours par mois à Paris, ce que sa femme appelle le service obligatoire, ou encore la corvée de semaine, ou encore la semaine sainte. Quand vous la connaîtrez mieux, vous verrez comme elle est fine et gentille. Allez donc la voir un de ces jours. » Duroy ne pensait plus à partir. Il lui semblait qu'il allait rester toujours, qu'il était chez lui. Mais la porte s'ouvrit sans bruit et un grand monsieur s'avança, qu'on n'avait point annoncé. Il s'arrêta en voyant un homme. Madame Forestier parut gênée une seconde, puis elle dit, de sa voix naturelle, bien qu'un peu de rose lui fût monté des épaules au visage. « Mais entrez donc, mon cher. Je vous présente un bon camarade de Charles, monsieur Georges Duroy, un futur journaliste. » Puis, sur un ton différent, elle annonça « Le meilleur et le plus intime de nos amis, le comte de Vaudrec. » Les deux hommes se saluèrent en se regardant au fond des yeux, et Duroy, tout aussitôt, se retira. On ne le retint pas. Il balbutia quelques remerciements, serra la main tendue de la jeune femme, s'inclina encore devant le nouveau venu, qui gardait un visage froid et sérieux d'homme du monde, et il sortit tout à fait troublé, comme s'il venait de commettre une sottise. En se retrouvant dans la rue, il se sentit triste, mal à l'aise, obsédé par l'obscure sensation d'un chagrin voilé. Il allait devant lui, se demandant pourquoi cette mélancolie subite lui était venue. Il ne trouvait point, mais la figure sévère du comte de Vaudrec, un peu vieux déjà, avec des cheveux gris, l'air tranquille et insolent d'un particulier très riche et sûr de lui, revenait sans cesse dans son souvenir. Et il s'aperçut que l'arrivée de cet inconnu, brisant un tête-à-tête charmant où son cœur s'accoutumait déjà, avait fait passer en lui cette impression de froid et de désespérance qu'une parole entendue, une misère entrevue, les moindres choses parfois, suffisent à nous donner. Et il lui semblait aussi que cet homme, sans qu'il devinât pourquoi, avait été mécontent de le trouver là. Il n'avait plus rien à faire jusqu'à 3 heures, et il n'était pas encore midi. Il lui restait en poche 6,50 francs. Il alla déjeuner au Bouillon du Val, puis il rôda sur le boulevard. Et comme 3 heures sonnaient, il monta l'escalier réclame de la vie française. Les garçons de bureau, assis sur une banquette, les bras croisés, attendaient, tandis que, derrière une sorte de petite chaire de professeur, un huissier classait la correspondance qui venait d'arriver.
La mise en scène était parfaite, pour en imposer aux visiteurs. Tout le monde avait de la tenue, de l'allure, de la dignité, du chic, comme il convenait dans l'antichambre d'un grand journal. Duroy demanda « Monsieur Walter, s'il vous plaît ». L'huissier répondit « Monsieur le directeur est en conférence. Si monsieur veut bien s'asseoir un peu. » Et il indiqua le salon d'attente, déjà plein de monde. On voyait là des hommes graves, décorés, importants, et des hommes négligés au linge invisible, dont la redingote, fermée jusqu'au col, portait sur la poitrine des dessins de taches rappelant les découpures des continents et des mers sur les cartes de géographie. 3 femmes étaient mêlées à ces gens. Une d'elles était jolie, souriante, parée, et avait l'air d'une cocotte. Sa voisine, au masque tragique, ridée, parée aussi d'une façon sévère, portait ce quelque chose de fripé, d'artificiel qu'ont, en général, les anciennes actrices, une sorte de fausse jeunesse éventée, comme un parfum d'amour ranci. La 3e femme, en deuil, se tenait dans un coin, avec une allure de veuve désolée. Duroy pensa qu'elle venait demander l'aumône. Cependant, on ne faisait entrer personne, et plus de 20 minutes s'étaient écoulées. Alors Duroy eut une idée, et, retournant trouver l'huissier, « Monsieur Walter m'a donné rendez-vous à 3 heures, dit-il. En tout cas, voyez si mon ami Monsieur Forestier n'est pas ici. » Alors on le fit passer par un long corridor qui l'amena dans une grande salle où 4 messieurs écrivaient autour d'une large table verte. Forestier, debout devant la cheminée, fumait une cigarette en jouant au bilboquet. Il était très adroit à ce jeu et piquait à tout coup la bille énorme en buis jaune sur la petite pointe de bois. Il comptait 22, 23, 24, 25. Duroy prononça 26 et son ami leva les yeux sans arrêter le mouvement régulier de son bras. « Tiens, te voilà. Hier j'ai fait 57 coups de suite. Il n'y a que Saint-Potin qui soit plus fort que moi ici. As-tu vu le patron ? Il n'y a rien de plus drôle que de regarder cette vieille bedole de Norbert jouer au bilboquet. Il ouvre la bouche comme pour avaler la boule. » Un des rédacteurs tourna la tête vers lui. « Dis donc, Forestier, j'en connais un à vendre, un superbe, en bois des îles. Il a appartenu à la reine d'Espagne, à ce qu'on dit. On en réclame 60 francs. Ce n'est pas cher. » Forestier demanda « Où loge-t-il » Et comme il avait manqué son 37e coup, il ouvrit une armoire où Duroy aperçut une vingtaine de bilboquets superbes, rangés et numérotés comme des bibelots dans une collection. Puis, ayant posé son instrument à sa place ordinaire, il répéta « Où loge-t-il, ce joyau ?» Le journaliste répondit « Chez un marchand de billets du vaudeville. Je t'apporterai la chose demain si tu veux. »« Oui, c'est entendu. S'il est vraiment beau, je le prends. On n'a jamais trop de bilboquets. » Puis, se tournant vers Duroy, « Viens avec moi, je vais t'introduire chez le patron. Sans quoi, tu pourrais moisir jusqu'à 7 heures du soir. » Ils retraversèrent le salon d'attente, où les mêmes personnes demeuraient dans le même ordre. Dès que Forestier parut, la jeune femme et la vieille actrice, se levant vivement, vinrent à lui. Il les emmena, l'une après l'autre, dans l'embrasure de la fenêtre, et, bien qu'ils prissent soin de causer à voix basse, Duroy remarqua qu'ils les tutoyaient l'une et l'autre. Puis, ayant poussé 2 portes capitonnées, ils pénétrèrent chez le directeur. La conférence, qui durait depuis 1 heure, était une partie d'écarté avec quelques-uns de ces messieurs à chapeau plat que Duroy avait remarqués la veille. M. Walter tenait les cartes et jouait avec une attention concentrée et des mouvements cauteleux, tandis que son adversaire abattait, relevait, maniait les légers cartons coloriés avec une souplesse, une adresse et une grâce de joueur exercé. Norbert de Varenne écrivait un article, assis dans le fauteuil directorial, et Jacques Rival, étendu tout au long sur un divan, fumait un cigare, les yeux fermés. On sentait là-dedans le renfermé, le cuir des meubles, le vieux tabac et l'imprimerie. On sentait cette odeur particulière des salles de rédaction que connaissent tous les journalistes. Sur la table en bois noir aux incrustations de cuivre, un incroyable amas de papier gisait. Lettres, cartes, journaux, revues, notes de fournisseurs, imprimées de toute espèce.
Forestier serra les mains des parieurs debout derrière les joueurs, et, sans dire un mot, regarda la partie. Puis, dès que le père Walter eut gagné, il présenta. « Voici mon ami du roi. » Le directeur considéra brusquement le jeune homme de son coup d'œil glissé par-dessus le verre des lunettes, puis il demanda « M'apportez-vous mon article ? Ça irait très bien aujourd'hui, en même temps que la discussion Morel. » Duroy tira de sa poche les feuilles de papier pliées en 4. « Voici, monsieur. » Le patron parut ravi et, souriant, « Très bien, très bien. Vous êtes de parole. Il faudra me revoir ça, Forestier. » Mais Forestier s'empressa de répondre. « Ce n'est pas la peine, monsieur Walter. J'ai fait la chronique avec lui pour lui apprendre le métier. Elle est très bonne. » Et le directeur, qui recevait à présent les cartes données par un grand monsieur maigre, un député du centre-gauche, ajouta avec indifférence. « C'est parfait, alors. » Forestier ne le laissa pas commencer sa nouvelle partie, et, se baissant vers son oreille, « Vous savez que vous m'avez promis d'engager Duroy pour remplacer Marambeau. Voulez-vous que je le retienne aux mêmes conditions ? » « Oui, parfaitement. » Et, prenant le bras de son ami, le journaliste l'entraîna pendant que M. Walter se remettait à jouer. Norbert de Varenne n'avait pas levé la tête. Il semblait n'avoir pas vu ou reconnu Duroy. Jacques Rival, au contraire, lui avait serré la main avec une énergie démonstrative et voulue de bons camarades sur qui on peut compter en cas d'affaire. Ils retraversèrent le salon d'attente, et comme tout le monde levait les yeux, Forestier dit à la plus jeune des femmes, assez haut pour être entendu des autres patients, « Le directeur va vous recevoir tout à l'heure. Il est en conférence en ce moment avec 2 membres de la commission du budget. » Puis il passa vivement, d'un air important et pressé, comme s'il allait rédiger aussitôt une dépêche de la plus extrême gravité. Dès qu'ils furent rentrés dans la salle de rédaction, Forestier retourna prendre immédiatement son bilboquet et, tout en se remettant à jouer et en coupant ses phrases pour compter les coups, il dit à Duroy « Voilà, tu viendras ici tous les jours à 3 heures, et je te dirai les courses et les visites qu'il faudra faire, soit dans le jour, soit dans la soirée, soit dans la matinée. 1. Je vais te donner d'abord une lettre d'introduction pour le chef du premier bureau de la préfecture de police. 2. Qui te mettra en rapport avec un de ses employés, et tu t'arrangeras avec lui pour toutes les nouvelles importantes. 3. Du service de la préfecture, les nouvelles officielles et quasi-officielles, bien entendu. Pour tout le détail, tu t'adresseras à Saint-Potin, qui est au courant. 4. Tu le verras tout à l'heure ou demain. Il faudra surtout t'accoutumer à tirer les verres du nez des gens que je t'enverrai voir. 5. Et à pénétrer partout malgré les portes fermées. 6. Tu toucheras pour cela 200 francs par mois de fixe, plus 2 sous la ligne pour les échos intéressants de ton cru. 7. Plus 2 sous la ligne également pour les articles qu'on te commandera sur des sujets divers. 8. Puis il ne fit plus attention qu'à son jeu, et il continua à compter lentement. 9, 10, 11, 12, 13. Il manqua le 14e, et, jurant, « Nom de Dieu de 13 ! Il me porte toujours la guigne, ce bougre-là. Je mourrai un 13, certainement. » Un des rédacteurs qui avait fini sa besogne prit à son tour un bilboquet dans l'armoire. C'était un tout petit homme qui avait l'air d'un enfant, bien qu'il fût âgé de 35 ans. Et plusieurs autres journalistes étant entrés, ils allèrent l'un après l'autre chercher le joujou qui leur appartenait. Bientôt ils furent 6, côte à côte, le dos au mur, qui lançaient en l'air, d'un mouvement pareil et régulier, les boules rouges, jaunes ou noires, suivant la nature du bois. Et une lutte s'étant établie, les 2 rédacteurs qui travaillaient encore se levèrent pour juger les coups. Forestier gagna de 11 points. Alors le petit homme à l'air enfantin, qui avait perdu, sonna le garçon de bureau et commanda « 9 bocs !» et ils se remirent à jouer en attendant les rafraîchissements. Duroy but un verre de bière avec ses nouveaux confrères. Puis il demanda à son ami « Que faut-il que je fasse ?» L'autre répondit « Je n'ai rien pour toi aujourd'hui. Tu peux t'en aller si tu veux. » Et notre article, est-ce ce soir qu'il passera ?
Oui, mais ne t'en occupe pas. Je corrigerai les épreuves. Fais la suite pour demain. Et viens ici à 3 heures, comme aujourd'hui. » Et Duroy, ayant serré toutes les mains sans savoir même le nom de leur possesseur, redescendit le bel escalier, le cœur joyeux et l'esprit allègre. 4. Georges Duroy dormit mal, tant le désir de voir imprimer son article le tourmentait d'une impatience de gamin. Dès que le jour parut, il fut debout, et il rôdait dans la rue bien avant l'heure où les porteurs de journaux vont, en courant, de kiosque en kiosque. Alors il gagna la gare Saint-Lazare, sachant bien que la vie française y arriverait avant de parvenir dans son quartier. Comme il était encore trop tôt, il erra sur le trottoir. Il vit arriver la marchande, qui ouvrit sa boutique de verre, puis il aperçut un homme portant sur sa tête un tas de grands papiers pliés. Il se précipita. C'était le Figaro, le Gil Blas, le Gaulois, l'Événement et 2 ou 3 autres feuilles du matin. Mais la vie française n'y était pas. Une peur le saisit. Si on avait remis au lendemain les souvenirs d'un chasseur d'Afrique, ou si, par hasard, la chose n'avait pas plu, au dernier moment, au père Walter. En redescendant vers le kiosque, il s'aperçut qu'on vendait le journal sans qu'il l'eût vu apporter. Il se précipita, le déplia, après avoir jeté les 3 sous, et parcourut les titres de la première page. Rien. Son cœur se mit à battre. Il ouvrit la feuille, et il eut une forte émotion en lisant, au bas d'une colonne, en grosses lettres, « Georges Duroy ». Ça y était. Quelle joie! Il se mit à marcher, sans penser, le journal à la main, le chapeau sur le côté, avec une envie d'arrêter les passants pour leur dire « Achetez ça! Achetez ça! Il y a un article, de moi !» Il aurait voulu pouvoir crier de tous ses poumons, comme font certains hommes, le soir, sur les boulevards. « Lisez la vie française! Lisez l'article de Georges Duroy, les souvenirs d'un chasseur d'Afrique !» Et tout à coup, il éprouva le désir de lire lui-même cet article, de le lire dans un endroit public, dans un café, bien en vue. Et il chercha un établissement qui fut déjà fréquenté. Il lui fallut marcher longtemps. Il s'assit enfin devant une espèce de marchand de vin où plusieurs consommateurs étaient déjà installés, et il demanda « un rhum », comme il aurait demandé une absinthe, sans songer à l'heure. Puis il appela « Garçon, donnez-moi la vie française !» Un homme à tablier blanc accourut. « Nous ne l'avons pas, monsieur. Nous ne recevons que le Rappel, le Siècle, la Lanterne et le Petit Parisien. » Duroy déclara, d'un ton furieux et indigné. « En voilà une boîte. Alors, allez me l'acheter. » Le garçon y courut, la rapporta. Duroy se mit à lire son article. Et plusieurs fois il dit, tout haut, « Très bien, pour attirer l'attention des voisins et leur inspirer le désir de savoir ce qu'il y avait dans cette feuille. Puis il la laissa sur la table en s'en allant. Le patron s'en aperçut, le rappela. « Monsieur, vous oubliez votre journal !» Et Duroy répondit. « Je vous le laisse, je l'ai lu. Il y a d'ailleurs aujourd'hui dedans une chose très intéressante. » Il ne désigna pas la chose, mais il vit, en s'en allant, un de ses voisins prendre la vie française sur la table où il l'avait laissée. Il pensa « Que vais-je faire maintenant ?» Et il se décida à aller à son bureau, toucher son mois et donner sa démission. Il tressaillait d'avance de plaisir à la pensée de la tête que feraient son chef et ses collègues. Et l'idée de l'effarement du chef, surtout, le ravissait. Il marchait lentement pour ne pas arriver avant 9h30. La caisse n'ouvrant qu'à 10h. Son bureau était une grande pièce sombre, où il fallait tenir le gaz allumé presque tout le jour en hiver. Elle donnait sur une cour étroite, en face d'autres bureaux. Ils étaient 8 employés là-dedans, plus un sous-chef dans un coin, caché derrière un paravent. Duroy alla d'abord chercher ses 118 francs 25 centimes, enfermés dans une enveloppe jaune et déposés dans le tiroir du commis chargé des paiements. Puis il pénétra d'un air vainqueur dans la vaste salle de travail où il avait déjà passé tant de jours.
Dès qu'il fut entré, le sous-chef, M. Potel, l'appela. « Ah, c'est vous, monsieur Duroy. Le chef vous a déjà demandé plusieurs fois. Vous savez qu'il n'admet pas qu'on soit malade 2 jours de suite sans attestation du médecin. » Duroy, qui se tenait debout au milieu du bureau, préparant son effet, répondit d'une voix forte. « Je m'en fiche un peu, par exemple. » Il y eut, parmi les employés, un mouvement de stupéfaction, et la tête de M. Potel apparut, effarée, au-dessus du paravent qui l'enfermait comme une boîte. Il se barricadait là-dedans par crainte des courants d'air, car il était rhumatisant. Il avait seulement percé 2 trous dans le papier pour surveiller son personnel. On entendait voler les mouches. Le sous-chef, enfin, demanda avec hésitation. « Vous avez dit ?»« J'ai dit que je m'en fichais un peu. Je ne viens aujourd'hui que pour donner ma démission. Je suis entré comme rédacteur à la Vie française avec 500 francs par mois, plus les lignes. J'y ai même débuté ce matin. » Il s'était pourtant promis de faire durer le plaisir, mais il n'avait pu résister à l'envie de tout lâcher d'un seul coup. L'effet, du reste, était complet. Personne ne bougeait. Alors Duroy déclara « Je vais prévenir M. Pertuis, puis je viendrai vous faire mes adieux. » Et il sortit pour aller trouver le chef, qui s'écria en l'apercevant « Ah, vous voilà. Vous savez que je ne veux pas… » L'employé lui coupa la parole. « Ce n'est pas la peine de gueuler comme ça. » M. Pertuis, un gros homme rouge, comme une crête de coq, demeura suffoqué par la surprise. Duroy reprit. « J'en ai assez de votre boutique. J'ai débuté ce matin dans le journalisme, où on me fait une très belle position. J'ai bien l'honneur de vous saluer. » Et il sortit. Il était vengé. Il alla en effet serrer la main de ses anciens collègues, qui osaient à peine lui parler par peur de se compromettre, car on avait entendu sa conversation avec le chef, la porte étant restée ouverte. Et il se retrouva dans la rue, avec son traitement dans sa poche. Il se paya un déjeuner succulent dans un bon restaurant à prix modéré qu'il connaissait. Puis, ayant encore acheté et laissé la Vie française sur la table où il avait mangé, il pénétra dans plusieurs magasins où il acheta de menus objets, rien que pour les faire livrer chez lui et donner son nom, Georges Duroy. Il ajoutait « Je suis le rédacteur de la Vie française ». Puis il indiquait la rue et le numéro, en ayant soin de stipuler « Vous laisserez chez le concierge ». Comme il avait encore du temps, il entra chez un lithographe qui fabriquait des cartes de visite à la minute, sous les yeux des passants. Et il s'en fit faire immédiatement une 100, qui portait, imprimée sous son nom, sa nouvelle qualité. Puis il se rendit au journal. Forestier le reçut de haut comme on reçoit un inférieur. « Ah, te voilà, très bien. J'ai justement plusieurs affaires pour toi. Attends-moi 10 minutes. Je vais d'abord finir ma besogne. » Et il continua une lettre commencée. À l'autre bout de la grande table, un petit homme très pâle, bouffi, très gras, chauve, avec un crâne tout blanc et luisant, écrivait, le nez sur son papier, par suite d'une myopie excessive. Forestier lui demanda « Dis donc, Saint-Potin, à quelle heure vas-tu interviewer nos gens ? » « À 4 heures. Tu emmèneras avec toi le jeune Duroy ici présent, et tu lui dévoileras les arcanes du métier. » « C'est entendu. » Puis, se tournant vers son ami, Forestier ajouta « As-tu apporté la suite sur l'Algérie ? Le début de ce matin a eu beaucoup de succès. » Duroy, interdit, balbutia « Non, j'avais cru avoir le temps dans l'après-midi. J'ai eu un tas de choses à faire, je n'ai pas pu. » L'autre leva les épaules d'un air mécontent. « Si tu n'es pas plus exact que ça, tu rateras ton avenir, toi. Le père Walter comptait sur ta copie. Je vais lui dire que ce sera pour demain. Si tu crois que tu seras payé pour ne rien faire, tu te trompes. » Puis, après un silence, il ajouta « On doit battre le fer quand il est chaud. Que diable !» Saint-Potin se leva. « Je suis prêt, dit-il. » Alors Forestier, se renversant sur sa chaise, prit une pause presque solennelle pour donner ses instructions. Et, se tournant vers Duroy, « Voilà, nous avons à Paris depuis 2 jours le général chinois Li Tengfao, descendu au Continental, et le Raja Taposahib Ramaderao Pali, descendu à l'hôtel Bristol. Vous allez leur prendre une conversation.
Puis, se tournant vers Saint-Potin. N'oublie point les principaux points que je t'ai indiqués. Demande au général et au Raja leur opinion sur les menées de l'Angleterre dans l'Extrême-Orient, leurs idées sur son système de colonisation et de domination, leurs espérances relatives à l'intervention de l'Europe et de la France en particulier dans leurs affaires. Il se tut, puis il ajouta, parlant à la cantonade. Il sera on ne peut plus intéressant pour nos lecteurs de savoir en même temps ce qu'on pense en Chine et dans les Indes sur ces questions qui passionnent si fort l'opinion publique en ce moment. Il ajouta, pour Duroy, « Observe comment Saint-Potin s'y prendra. C'est un excellent reporter. Et tâche d'apprendre les ficelles pour vider un homme en 5 minutes. » Puis, il recommença à écrire avec gravité, avec l'intention évidente de bien établir les distances, de bien mettre à sa place son ancien camarade et nouveau confrère. Dès qu'ils eurent franchi la porte, Saint-Potin se mit à rire et dit à Duroy « En voilà un faiseur. Il nous l'a fait à nous-mêmes. On dirait vraiment qu'il nous prend pour ses lecteurs. » Puis ils descendirent sur le boulevard et le reporter demanda « Buvez-vous quelque chose ?»« Oui, volontiers. Il fait très chaud. » Ils entrèrent dans un café et se firent servir des boissons fraîches. Et Saint-Potin se mit à parler. Il parla de tout le monde et du journal, avec une profusion de détails surprenants. Le patron, un vrai juif. Et vous savez, les juifs, on ne les changera jamais. Quelle race! Et il cita des traits étonnants d'avarice, de cette avarice particulière aux fils d'Israël, des économies de 10 centimes, des marchandages de cuisinières, des rabais honteux, demandés et obtenus. Toute une manière d'être d'usurier, de prêteur à gages. Et avec ça, pourtant, un bon zig qui ne croit à rien et qui roule tout le monde. Son journal, qui est officieux, catholique, libéral, républicain, orléaniste, tarte à la crème et boutique à 13, n'a été fondé que pour soutenir ses opérations de bourse et ses entreprises de toutes sortes. Pour ça, il est très fort, et il gagne des millions au moyen de sociétés qui n'ont pas 4 sous de capital. Il allait toujours, appelant Duroy « mon cher ami ». Et il a des mots à la Balzac, ce Grigou. Figurez-vous que, l'autre jour, je me trouvais dans son cabinet avec cet antique Beudol de Norbert et ce Don Quichotte de Rival, quand Montelin, notre administrateur, arrive avec sa serviette en maroquin sous le bras, cette serviette que tout Paris connaît. Walter leva le nez et demanda « Quoi de neuf ?» Montelin répondit avec naïveté « Je viens de payer les 16 000 francs que nous devions au marchand de papier. » Le patron fit un bond étonnant. « Vous dites ?»« Que je viens de payer monsieur Privat. »« Mais vous êtes fou !»« Pourquoi ? Pourquoi ? Il ôta ses lunettes, les essuya, puis il sourit d'un drôle de sourire qui court autour de ses grosses joues chaque fois qu'il va dire quelque chose de malin ou de fort. Et avec un ton gouailleur et convaincu, il prononça « Pourquoi ? Parce que nous pouvions obtenir là-dessus une réduction de 4 à 5 000 francs. » Montelin, étonné, reprit « Mais, monsieur le directeur, tous les comptes étaient réguliers, vérifiés par moi et approuvés par vous. » Alors le patron, redevenu sérieux, déclara « On n'est pas naïf comme vous. Sachez, monsieur Montelin, qu'il faut toujours accumuler ses dettes pour transiger. » Et Saint-Potin ajouta avec un hochement de tête de connaisseur « Hein ? Est-il à la Balzac, celui-là » Duroy n'avait pas lu Balzac, mais il répondit avec conviction « Bigre, oui. » Puis le reporter parla de madame Walter, une grande dinde, de Norbert de Varenne, un vieux raté, de Rival, une ressucée de Fervaques. Puis il en vint à Forestier. « Quant à celui-là, il a de la chance d'avoir épousé sa femme, voilà tout. » Duroy demanda « Qu'est-ce au juste que sa femme ?» Saint-Potin se frotta les mains. « Oh, une rouée, une fine mouche. C'est la maîtresse d'un vieux viveur nommé Vaudrec, le comte de Vaudrec, qui l'a doté et marié. » Duroy sentit brusquement une sensation de froid, une sorte de crispation nerveuse, un besoin d'injurier et de gifler ce bavard. Mais il l'interrompit simplement pour lui demander « C'est votre nom, Saint-Potin ?» L'autre répondit avec simplicité « Non, je m'appelle Thomas.
C'est au journal qu'on m'a surnommé Saint-Potin. » Et Duroy, payant les consommations, reprit. « Mais il me semble qu'il est tard et que nous avons 2 nobles seigneurs à visiter. » Saint-Potin se mit à rire. « Vous êtes encore naïf, vous ? Alors, vous croyez comme ça que je vais aller demander à ce Chinois et à cet Indien ce qu'ils pensent de l'Angleterre ? Comme si je ne le savais pas mieux qu'eux, ce qu'ils doivent penser pour les lecteurs de la vie française. J'en ai déjà interviewé 500 de ces Chinois, Persans, Hindous, Chiliens, Japonais et autres. Ils répondent tous la même chose, d'après moi. Je n'ai qu'à reprendre mon article sur le dernier venu et à le copier mot pour mot. Ce qui change, par exemple, c'est leur tête, leur nom, leur titre, leur âge, leur suite. Oh, là-dessus, il ne faut pas d'erreur. Parce que je serais relevé raide par le Figaro ou le Gaulois. Mais sur ce sujet, le concierge de l'hôtel Bristol et celui du Continental m'auront renseigné en 5 minutes. Nous irons à pied jusque-là en fumant un cigare. Total, 100 sous de voiture à réclamer au journal. Voilà, mon cher, comment on s'y prend quand on est pratique. » Duroy demanda. « Ça doit rapporter bon d'être reporter dans ces conditions-là. » Le journaliste répondit avec mystère. « Oui, mais rien ne rapporte autant que les Échos, à cause des réclames déguisées. » Il s'était levé et suivait le boulevard, vers la Madeleine. Et Saint-Potin, tout à coup, dit à son compagnon. « Vous savez, si vous avez à faire quelque chose, je n'ai pas besoin de vous, moi. » Duroy lui serra la main et s'en alla. L'idée de son article à écrire dans la soirée le tracassait, et il se mit à y songer. Il emmagasina des idées, des réflexions, des jugements, des anecdotes, tout en marchant, et il monta jusqu'au bout de l'avenue des Champs-Élysées, où on ne voyait que de rares promeneurs. Paris étant vide par ces jours de chaleur. Ayant dîné chez un marchand de vin auprès de l'Arc de Triomphe de l'Étoile, il revint lentement à pied chez lui par les boulevards extérieurs, et il s'assit devant sa table pour travailler. Mais dès qu'il eut sous les yeux la grande feuille de papier blanc, tout ce qu'il avait amassé de matériaux s'envola de son esprit, comme si sa cervelle se fût évaporée. Il essayait de ressaisir des bribes de souvenirs et de les fixer. Il lui échappait à mesure qu'il les reprenait, ou bien il se précipitait pêle-mêle et il ne savait comment les présenter, les habiller, ni par lequel commencer. Après 1 heure d'effort et 5 pages de papier noirci par des phrases de début qui n'avaient point de suite, il se dit « Je ne suis pas encore assez rompu au métier. Il faut que je prenne une nouvelle leçon. » Et tout de suite, la perspective d'une autre matinée avec Madame Forestier, l'espoir de ce long tête-à-tête intime, cordial si doux, le firent tressaillir de désir. Il se coucha bien vite, ayant presque peur à présent de se remettre à la besogne et de réussir tout à coup. Il ne se leva, le lendemain, qu'un peu tard, éloignant et savourant d'avance le plaisir de cette visite. Il était 10 heures passées quand il sonna chez son ami. Le domestique répondit « C'est que monsieur est en train de travailler. » Duroy n'avait point songé que le mari pouvait être là. Il insista cependant. « Dites-lui que c'est moi, pour une affaire pressante. » Après 5 minutes d'attente, on le fit entrer dans le cabinet où il avait passé une si bonne matinée. À la place occupée par lui, Forestier maintenant était assis et écrivait, en robe de chambre, les pieds dans ses pantoufles, la tête couverte d'une petite toque anglaise, tandis que sa femme, enveloppée du même peignoir blanc et accoudée à la cheminée, dictait, une cigarette à la bouche. Duroy, s'arrêtant sur le seuil, murmura « Je vous demande bien pardon, je vous dérange ?» Et son ami, ayant tourné la tête, une tête furieuse, grogna « Qu'est-ce que tu veux encore ? Dépêche-toi, nous sommes pressés. » L'autre, interdit, balbutiait « Non, ce n'est rien, pardon. » Mais Forestier, se fâchant « Allons, sacrebleu, ne perds pas de temps. Tu n'as pourtant pas forcé ma porte pour le plaisir de nous dire bonjour. » Alors, Duroy, fort troublé, se décida. « Non, voilà, c'est que je n'arrive pas encore à faire mon article. Et tu as été, vous avez été si gentil la dernière fois que j'espérais, que j'ai osé venir. » Forestier lui coupa la parole.
Tu te fiches du monde, à la fin. Alors, tu t'imagines que je vais faire ton métier et que tu n'auras qu'à passer à la caisse au bout du mois? Non, elle est bonne, celle-là. » La jeune femme continuait à fumer, sans dire un mot, souriant toujours d'un vague sourire qui semblait un masque aimable sur l'ironie de sa pensée. Et Duroy, rougissant, bégayait. « Excusez-moi, j'avais pensé. » Puis, brusquement, d'une voix claire. « Je vous demande 1000 fois pardon, madame, en vous adressant encore mes remerciements les plus vifs pour la chronique si charmante que vous m'avez faite hier. » Puis il salua, dit à Charles « Je serai à 3 heures au journal. » Et il sortit. Il retourna chez lui, à grands pas, en grommelant « Eh bien, je m'en vais la faire, celle-là, et tout seul. Et ils verront. » À peine rentré, la colère l'excitant, il se mit à écrire. Il continua l'aventure commencée par madame Forestier, accumulant des détails de romans feuilletons, des péripéties surprenantes et des descriptions empoulées avec une maladresse de style de collégien et des formules de sous-officier. En 1 heure, il eut terminé une chronique qui ressemblait à un chaos de folie, et il la porta, avec assurance, à la vie française. La première personne qu'il rencontra fut Saint-Potin, qui, lui serrant la main avec une énergie de complice, demanda « Vous avez lu ma conversation avec le Chinois et avec l'Hindou ? Est-ce assez drôle ? Ça a amusé tout Paris, et je n'ai pas vu seulement le bout de leur nez. » Duroy, qui n'avait rien lu, prit aussitôt le journal, et il parcourut de l'œil un long article intitulé « Inde et Chine », pendant que le reporter lui indiquait et soulignait les passages les plus intéressants. Forestier survint, soufflant, pressé, l'air effaré. « Ah bon, j'ai besoin de vous deux. » Et il leur indiqua une série d'informations politiques qu'il fallait se procurer pour le soir même. Duroy lui tendit son article. « Voici la suite sur l'Algérie. »« Très bien, donne. Je vais la remettre au patron. » Ce fut tout. Saint-Potin entraîna son nouveau confrère et, lorsqu'ils furent dans le corridor, il lui dit « Avez-vous passé à la caisse ? » ?»« Non, pourquoi ? » ?»« Pourquoi ? Pour vous faire payer. Voyez-vous, il faut toujours prendre un mois d'avance. On ne sait pas ce qui peut arriver. Mais je ne demande pas mieux. Je vais vous présenter au caissier. Il ne fera point de difficulté. On paye bien ici. » Et Duroy alla toucher ses 200 francs, plus 28 francs pour son article de la veille, qui, joint à ce qui lui restait de son traitement du chemin de fer, lui faisait 340 francs en poche. Jamais il n'avait tenu pareille somme, et il se crut riche pour des temps indéfinis. Puis Saint-Potin l'emmena bavarder dans les bureaux de 4 ou 5 feuilles rivales, espérant que les nouvelles qu'on l'avait chargé de recueillir avaient été prises déjà par d'autres, et qu'il saurait bien les leur souffler grâce à l'abondance et à l'astuce de sa conversation. Le soir venu, Duroy, qui n'avait plus rien à faire, songea à retourner aux Folies Bergères, et, payant d'audace, il se présenta au contrôle. « Je m'appelle Georges Duroy, rédacteur à la Vie française. Je suis venu l'autre jour avec M. Forestier, qui m'avait promis de demander mes entrées. Je ne sais s'il y a songé. » On consulta un registre. Son nom ne s'y trouvait pas inscrit. Cependant, le contrôleur, homme très affable, lui dit « Entrez toujours, monsieur, et adressez vous-même votre demande à monsieur le directeur, qui y fera droit assurément. » Il entra, et presque aussitôt, il rencontra Rachel, la femme emmenée le premier soir. Elle vint à lui. « Bonjour, mon chat. Tu vas bien ? » ?»« Très bien, et toi ? » ?»« Moi, pas mal. Tu ne sais pas, j'ai rêvé 2 fois de toi depuis l'autre jour. » Duroy sourit, flatté. « Ah ah, et qu'est-ce que ça prouve ? » ?»« Ça prouve que tu m'as plu, gros serin, et que nous recommencerons quand ça te dira. » »« Aujourd'hui, si tu veux. »« Oui, je veux bien. » »« Bon, mais écoute. » Il hésitait, un peu confus de ce qu'il allait faire. « C'est que, cette fois, je n'ai pas le sou. Je viens du cercle, et j'ai tout claqué. » Elle le regardait au fond des yeux, flairant le mensonge avec son instinct et sa pratique de fille habituée aux roueries et au marchandage des hommes. Elle dit « Blagueur, tu sais, ça n'est pas gentil avec moi, cette manière-là. » Il eut un sourire embarrassé. « Si tu veux 10 francs, c'est tout ce qui me reste. »
Elle murmura avec un désintéressement de courtisane qui se paie un caprice. « Ce qui te plaira, mon chéri. Je ne veux que toi. » Et levant ses yeux séduits vers la moustache du jeune homme, elle prit son bras et s'appuya dessus amoureusement. « Allons boire une grenadine d'abord, et puis nous ferons un tour ensemble. Moi, je voudrais aller à l'opéra, comme ça, avec toi, pour te montrer. Et puis nous rentrerons de bonne heure, n'est-ce pas ?» Il dormit tard chez cette fille. Il faisait jour quand il sortit, et la pensée lui vint aussitôt d'acheter la Vie française. Il ouvrit le journal d'une main fiévreuse. Sa chronique n'y était pas, et il demeurait debout sur le trottoir, parcourant anxieusement de l'œil les colonnes imprimées avec l'espoir d'y trouver enfin ce qu'il cherchait. Quelque chose de pesant tout à coup accablait son cœur, car, après la fatigue d'une nuit d'amour, cette contrariété tombant sur sa lassitude avait le poids d'un désastre. Il remonta chez lui et s'endormit tout habillé sur son lit. En entrant quelques heures plus tard dans les bureaux de la rédaction, il se présenta devant M. Walter. « J'ai été tout surpris ce matin, monsieur, de ne pas trouver mon second article sur l'Algérie. » Le directeur leva la tête et, d'une voix sèche, « Je l'ai donné à votre ami Forestier en le priant de le lire. Il ne l'a pas trouvé suffisant. Il faudra me le refaire. » Duroy, furieux, sortit sans répondre un mot, et, pénétrant brusquement dans le cabinet de son camarade, « Pourquoi n'as-tu pas fait paraître, ce matin, ma chronique ?» Le journaliste fumait une cigarette, le dos au fond de son fauteuil et les pieds sur sa table, salissant de ses talons un article commencé. Il articula tranquillement, avec un son de voix ennuyé et lointain, comme s'il parlait du fond d'un trou. « Le patron l'a trouvé mauvais, et m'a chargé de te le remettre pour le recommencer. Tiens, le voilà. » Et il indiquait du doigt les feuilles dépliées sous un presse-papier. Duroy, confondu, ne trouva rien à dire, et, comme il mettait sa prose dans sa poche, Forestier reprit. « Aujourd'hui, tu vas te rendre d'abord à la préfecture. » Et il indiqua une série de courses d'affaires, de nouvelles à recueillir. Duroy s'en alla sans avoir pu découvrir le mot mordant qu'il cherchait. Il rapporta son article le lendemain. Il lui fut rendu de nouveau. L'ayant refait une 3e fois, et le voyant refuser, il comprit qu'il allait trop vite et que la main de Forestier pouvait seule l'aider dans sa route. Il ne parla donc plus des souvenirs d'un chasseur d'Afrique, en se promettant d'être souple et rusé, puisqu'il le fallait, et de faire, en attendant mieux, son métier de reporter avec zèle. Il connut les coulisses des théâtres et celles de la politique, les corridors et le vestibule des hommes d'État et de la Chambre des députés, les figures importantes des attachés de cabinet et les mines renfrognées des huissiers endormis. Il eut des rapports continus avec des ministres, des concierges, des généraux, des agents de police, des princes, des souteneurs, des courtisanes, des ambassadeurs, des évêques, des proxénètes, des rastaquaires, des hommes du monde, des Grecs, des cochers de fiacre, des garçons de café et bien d'autres, étant devenu l'ami intéressé et indifférent de tous ces gens, les confondant dans son estime, les toisant à la même mesure, les jugeant avec le même œil, à force de les voir tous les jours, à toute heure, sans transition d'esprit, et de parler avec eux tous des mêmes affaires concernant son métier. Il se comparait lui-même à un homme qui goûterait coup sur coup les échantillons de tous les vins, et ne distinguerait bientôt plus le château Margaux de l'Argenteuil. Il devint en peu de temps un remarquable reporter, sûr de ses informations, rusé, rapide, subtil, une vraie valeur pour le journal, comme disait le père Walter, qui s'y connaissait en rédacteur. Cependant, comme il ne touchait que 10 centimes la ligne, plus ses 200 francs de fixe, et comme la vie de boulevard, la vie de café, la vie de restaurant coûte cher, il n'avait jamais le sou, et se désolait de sa misère. C'est un truc à saisir, pensait-il, en voyant certains confrères aller la poche pleine d'or, sans jamais comprendre quels moyens secrets il pouvait bien employer pour se procurer cette aisance. Et il soupçonnait avec envie des procédés inconnus et suspects, des services rendus, toute une contrebande acceptée et consentie. Or, il lui fallait pénétrer le mystère, entrer dans l'association tacite,
s'imposer aux camarades qui partageaient sans lui. Et il rêvait souvent le soir, en regardant de sa fenêtre passer les trains, aux procédés qu'il pourrait employer. Merci pour votre écoute jusqu'à présent. Suite au prochain épisode. À bientôt.